Donc, dernier intervenant, il s'agit de Tudy Gauzet. Tudy Gauzet est psychiatre et philosophe. Il est chef de pôle au CHU de Toulouse. Il a fait sa thèse avec Jean Audin. Il est de l'école marseillaise. Et c'est une très bonne chose que notre école parisienne renoue un peu avec l'école marseillaise. Parce que, bon, on a eu des relations au tout début, et puis ça s'était un peu estompé. Hein. Mais je trouve qu'il faut vraiment qu'on recollabore fortement. Donc, tu dis, je te cède la parole. J'ai oublié le titre de ton intervention. Alors, mon intervention est intitulée « Anomalie du soi minimal et les voies d'une psychothérapie des schizophrénies ». Alors, déjà, je voudrais vraiment remercier les organisateurs de cette magnifique journée. Je suis vraiment très content et ému d'avoir été invité et puis de pouvoir rendre hommage à Joseph et ses travaux parce que pour moi, jeune étudiant en médecine qui débute en psychiatrie, je me suis senti un peu dans l'Andersein, comme un extraterrestre à vouloir faire de la philosophie et pouvoir aborder ses travaux et lire ce que faisait Joseph et toute sa bande de collègues à Copenhague, ça a été pour moi aussi une manière de pouvoir reconnaître ce domaine-là comme un domaine qui peut être intéressant et voilà, une impulsion aussi dans ma propre réflexion. Donc, merci Joseph pour tout ça. Alors, donc, sous l'impulsion de Joseph Parnasse et avec lui Pierre Beauvais, Dan Zahavi, Louis Sas, les recherches phénoménologiques en psychiatrie ont retrouvé une large audience au tournant des années 2000. La force de ces travaux a résidé, entre autres, dans une formidable œuvre de synthèse et de métissage des divers courants de la psychopathologie européenne du XXe siècle, des données expérientielles recueillies par ces auteurs auprès de larges populations cliniques, et dans un souci constant de clarté théorique et descriptive. Ce mouvement nous a offert un vaste panel de concepts minimalistes, mais opérants, permettant de rendre compte de l'expérience de nos patients et patientes sans que la massivité conceptuelle n'écrase l'expérience singulière de chacun, mais au contraire la mette en valeur. Et ça, je crois que c'est très important. Partant de cette pluralité d'expériences vécues, d'observations cliniques, d'outils méthodologiques de la phénoménologie, ils ont œuvré à former des concepts permettant de rendre compte de la communauté des expériences avec un succès certain en ce qui concerne la description des expériences schizophréniques. La formalisation de concepts descriptifs en mesure de voyager entre les disciplines, entre les expériences individuelles, les sciences et les rencontres cliniques, ne s'est pas fait sans difficulté. Il fallait pouvoir dire, décrire, formaliser ce quelque chose qui se trouble au fond du soi et qui retentit d'une manière mystérieuse sur l'expérience vécue et la rencontre clinique. Comment dire ce qu'il se passe phénoménologiquement à ce niveau pré-réflexif de l'expérience sans risquer de fixer en concept philosophique balourd ces amorces d'expériences à peine vécues, incoatives, fuyantes et délicates. Cet effort a été doublé de la volonté de montrer au jour de la science, de rendre visible ce trouble générateur. Cela par le biais d'une échelle bizarre sur le plan épistémologique, on l'a dit, is. Montrer, quantifier des expériences presque indicibles qui sont comme l'écho à la surface du vécu, d'un trouble profond et presque inaccessible pour celui qui le vit et pour l'intervieweur qui essaie d'en attester. Et montrer que le projet de Is est fondamentalement paradoxal n'est certainement pas une critique, bien au contraire, c'est un modèle, je crois, de ce que devrait essayer de faire la phénoménologie psychiatrique prise en permanence entre l'expérience de la rencontre clinique et le fond incoatif qui l'apporte. Et il peut paraître surprenant que l'inventivité insatiable de ces auteurs n'ait pas tellement investi le champ des psychothérapies. On pourrait presque dire que ces auteurs ont permis de disjoindre, je vais me faire des ennemis, le destin de la phénoménologie psychiatrique de celui de la Daseinsanalyse
de Ludwig Binswanger. Et j'aimerais, dans cette courte intervention, m'attacher à discuter certains paradoxes de la psychothérapie des schizophrénies au regard de la phénoménologie telle qu'elle a été interprétée par Joseph Parnasse et ses proches collaborateurs. Les psychothérapies, comme les pratiques de psychiatrie communautaire orientées par le concept de rétablissement expérientiel, sont pour les cliniciennes et cliniciens de ma génération de nouveaux enjeux pour la pensée phénoménologique. Ces autrices et auteurs essayent aujourd'hui de penser une phénoménologie qui ne soit pas que descriptive, mais concrètement engagée dans la clinique, dans la situation écologique et politique des patients et des patientes. On pourrait citer parmi ces héritiers directs de la pensée de Joseph Parnasse, Hélène Beauregard, on en a parlé, Jérôme Anglebert, Zeno van Dupen, Samuel Thomas, Laura Galbuzera, Dorothée Legrand, Sarah Troubet, Manon Piette et bien d'autres. J'essaierai pour ma part de montrer que les opportunités qu'offre la pensée de Joseph Parnasse pour penser la psychothérapie aujourd'hui, tout en essayant de repérer les paradoxes qui sont, nous allons le voir, autant de clés épistémologiques. Première partie, psychothérapie compréhensive et les limites de la talking cure. Peut-il y avoir psychothérapie des schizophrénies? La psychothérapie s'adresse-t-elle à la personne du schizophrène ou à ce qui subsiste de la subjectivité malgré ou à côté de la catastrophe schizophrénique? La psychothérapie vise-t-elle à la rémission des symptômes ou à la réappropriation de son existence précarisée par les troubles? Qu'entend-on en fait par psychothérapie? Dès l'abord de la question d'une psychothérapie des schizophrénies, on sent les questions se démultiplier et la perplexité nous envahir. De quoi parle-t-on au juste? La schizophrénie est-elle une vraie maladie? Interrogeait ce matin Joseph. Si cela est le cas, la schizophrénie est-elle une maladie psychique qu'une psychothérapie pourrait légitimement concerner? Et là, il faut reconnaître à la schizophrénie qu'elle a un formidable pouvoir de désorganisateur épistémologique qui nous fait bien souvent perdre pied quand nous méditons ces expériences et l'économie conceptuelle à mobiliser pour en dire quelque chose. Nos mots et nos concepts perdent leur sol au contact de ce fait humain fondamental, peut-être trop fondamental pour que notre langue, fût-elle philosophiquement instruite, parvienne seulement à s'y arrimer. Si ce qui est proprement schizophrénique dans l'expérience humaine se joue en deçà de la langue, comment penser que la talking cure, la thérapie par la parole, puisse nous offrir un quelconque secours? En fait, la plupart des écrits de psychothérapie d'inspiration phénoménologique, notamment là je parle de la littérature récente, de psychothérapie anglo-saxonne principalement, donc la psychothérapie d'inspiration phénoménologique, promettent qu'une compréhension de l'expérience schizophrénique serait déjà un soin de nature psychothérapique. On lit ça et là que sans une compréhension intime du vécu et de sa structure pré-réflexive permise par la phénoménologie, une psychothérapie resterait floue et superficielle. Donc il faudrait préalablement à l'exercice psychothérapique comprendre les structures fondamentales de l'expérience du malade et des auteurs comme Thomas Fuchs, Boruth Skodlar, Matt Henriksen, Giovanni Stangelini, Guilherme Messas conseillent par exemple de s'aider des méthodes d'interview IS et IWI pour mener une préalable cartographie psychopathologique des structures troublées. En fait, on pourrait retrouver à peu près les mêmes idées chez Binswanger. Ces auteurs, qui ne partagent pas toujours les mêmes vues sur les psychothérapies, s'accordent toutefois autour de l'idée que meilleure est la compréhension de l'expérience du patient, plus féconde sera la psychothérapie. Et cette maxime est justifiée par le constat partagé par l'ensemble de la communauté que la maladie mentale isole le sujet dans un solipsisme transcendantal, peu importe comment on l'appelle, et que la relation intersubjective, reconduite à sa source anthropologique par le vaisseau de l'époquée méthodologiquement induite, je plonge comme ça grâce à l'époquée,
nous permettrait de relancer la relation dialogique et interpersonnelle. D'accord ? Comment et pourquoi la relation intersubjective a une fonction thérapeutique à l'égard des structures transcendantales ou existentielles troublées n'est bien souvent pas explicité. Le patient est seul, l'époque phénoménologique nous permet de le rejoindre dans l'intersubjectivité transcendantale et il se passe quelque chose. Mais bon, on n'a pas les outils pour le dire. On lit souvent, et Jérôme l'a dit ce matin, le patient exprime un sentiment de soulagement quand il réalise que leur intervieweur est familier avec la nature de ses expériences. Et je ne nie pas du tout ce fait que j'ai moi-même pu vivre en faisant passer, en administrant IS. Mais comment la compréhension peut-elle soulager ? Et ce soulagement est-il la seule chose qu'une psychothérapie peut ou doit viser ? Suffit-il de comprendre ? Question. Comprendre est un luxe que la clinique psychiatrique ne peut pas toujours se permettre. Les patients agités, les patients méfiants, entravés cognitivement et béfrènes. Doit-on réserver les avancées d'une psychothérapie phénoménologique aux patients les plus instruits, imaginatifs et loquaces ? Par ailleurs, la plupart des patients ne nous demandent rien. Enfin, moi, ils viennent jamais me voir, docteur Gauzet, s'il vous plaît, soignez-moi la schizophrénie grâce à la psychothérapie. C'est ce que disait Joseph ce matin. C'est une maladie pour laquelle le médecin et le malade sont déjà pas d'accord sur le fait qu'il y a maladie. C'est un point épistémologique absolument fondamental. Par ailleurs, dans le deuxième niveau de critique, on peut s'interroger, comme l'ont fait Louis Sas et Jérôme Englebert ailleurs, sur le risque qu'une thérapie introspective, médiée principalement par la parole, ne renforce en fin de compte l'hyperréflexivité dont souffrent déjà les patients. Alors, je ne reviendrai pas sur ce thème, mais beaucoup ont écrit là-dessus. Mon exposé aujourd'hui ne consistera pas à présenter une nouvelle psychothérapie phénoménologique, mais plutôt à essayer une phénoménologie de ce qui fait soin psychothérapique en deçà de toute technique. Ce qui soigne dans la relation, parfois sans même que l'on s'en rende vraiment compte, parfois sans même qu'on se parle. Une psychothérapie minimale des troubles du soi minimal. Deuxième chapitre, de l'indicible fondamental de la clinique des schizophrènes. Et Jérôme et Michel m'ont fait un boulevard ce matin en présentant déjà plein de choses que je voulais dire. Donc, il y a de l'indicible dans la clinique des schizophrénies. Le précox-Gefühl, que moi, pour ma part j'ai appelé bizarrerie de contact, propre à l'expérience de la rencontre schizophrénique, est un mode de saisie de l'incompréhensible, de l'indicible ou du bizarre de l'expérience schizophrénique. Et Joseph est, à mon avis, le premier à avoir fait le lien entre l'anomalie de l'expérience de soi et son étrangeté vécue en première personne par le patient et l'étrangeté ou le précox-Gefühl vécu par le clinicien. Joseph écrit dans un article de 2011 qui a été fondateur pour ma propre pensée et intitulé Disappearing Heritage, The Clinical Core of Schizophrenia. Je cite, « Ce qui est incompréhensible, mais non conceptuellement saisi par un clinicien, ce sont les structures de base altérées de l'être au monde. Par exemple, la temporalité et la spatialité de l'être, le soi, les relations fondamentales entre le soi et le monde. Ces structures ne sont pas des objets concrets et perceptibles, comme des symptômes ou des signes. Elles sont constitutives, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent comme des conditions préconceptuelles de notre existence. Donc en termes philosophiques, ce sont la structure des effectuations transcendantales. Les cliniciens peuvent percevoir ces changements sur un mode non conceptuel, un type d'expérience qui est difficile à exprimer dans une langue. Donc difficile à transmettre dans un format linguistique propositionnel. Fin de citation. L'expérience la plus spécifique de la schizophrénie échappe donc paradoxalement à l'empire de la subjectivité perceptive, celle du patient et celle du psychiatre qui l'observe.
Pourtant, se manifeste bien pour l'un et pour l'autre comme une gestalt ou une atmosphère infusant passivement la rencontre. Et c'est précisément ce paradoxe que déploie le concept d'anomalie du soi minimal. Comment peut-on avoir conscience d'une anomalie de l'expérience de soi? Ce qui fait anomalie au sein de la strate la plus minimale de soi n'est pas un quelque chose que l'on pourrait définir ou que l'on pourrait voir, en quelque sorte sous l'œil de l'esprit. Il n'y a proprement rien, un rien de phénoménalisation, qui pourtant, c'est le paradoxe, se phénoménalise douloureusement au sein de la présence du patient et dans l'étrangeté de la rencontre clinique. Sans une aperception minimale de la conscience, il n'y aurait rien à vivre comme anomalie. Il n'y aurait que l'extinction de la subjectivité, il n'y aurait rien. Ce qui fait anomalie, ce n'est pas le noyau générateur, qui reste invisible, mais c'est son effet d'écho sur les structures expérientielles qu'il vient déformer. Le noyau générateur fait trouble parce qu'il tord l'expérience autour de lui, comme un trou noir déforme l'univers sous l'influence de son champ gravitationnel. Is, de ce point de vue, pourrait être pensé comme un outil d'observation indirecte de l'effet de ces anomalies au sein de ce qui est vécu par le patient. Une sorte de télescope James Webb phénoménologique. Sans quoi, il ne pourrait simplement pas parler s'il n'y avait pas de vécu à minima. Ce que repère Is ne peut donc pas être le noyau générateur, mais son effet en écho sur l'expérience, la pensée et le langage. C'est pourquoi Joseph Parnasse insiste sur la dimension de gestalt des anomalies d'ipséité. Cette gestalt est clinique, c'est-à-dire quelle est la part phénoménologiquement sensible par le clinicien et le patient de ce quelque chose, qui donc n'est pas une chose, qui trouble la relation. La gestalt n'est donc pas le trouble générateur, elle en est l'écho au sein du champ d'expérience du patient et dans la rencontre patient-médecin qui en atteste comme symptôme. Mais ce quelque chose qui évidemment n'est pas, ce quelque chose qui est noyau générateur reste en dehors du champ de ce qui peut être connu et relève de ce que Merleau-Ponty appelle l'invisible ou l'inconscient phénoménologique, c'est-à-dire le bâti de la conscience phénoménale. Reste la question très difficile de savoir ce qui advient du minimal self quand il est atteint. Disparaît-il simplement? La couche infiniment fine du minimal self reste-t-elle toujours présente quoi qu'il arrive, comme le dit Zahavi dans son fameux article Thin, Thinner, Thinnest, Defining the Minimal Self. Le minimal self, autre hypothèse, le minimal self se trouble-t-il comme le sirop trouble l'eau, selon la métaphore que Joseph a employée avec Mats Henriksen et Dan Zahavi dans un papier tout récent sur l'insertion de pensée. Quoi qu'il en soit, le noyau générateur de ce trouble se caractérise par la fragilisation de la des temporalisations originaires et de la spatialisation originaire, coalescente d'une certaine auto-affection, généralement pensée comme un sens commun, des comodalités sensorielles, ou koiné aesthesis, dans les termes d'Aristote. De mon point de vue, c'est plus personnel, ce qui est précarisé dans la schizophrénie, c'est la solidité du sol au creux duquel le minimal self se fonde. Il est bien entendu très difficile de parler ou de se décider sur l'une ou sur l'autre de ces solutions, puisque cela se passe au registre phénoménologique le plus profond et le plus archaïque. Donc, d'une certaine manière, nos concepts philosophiques ne sont pas adéquats pour parler de ça. Penser une psychothérapie à partir du concept clinique d'anomalie du soi minimal pose une série de problèmes épistémologiques et pratiques. La formalisation théorique et clinique des anomalies du soi minimal ou de l'ipséité nous offre peut-être un moyen de penser et de dépasser ces difficultés. Ce qui implique en retour un certain nombre d'amendements au concept d'ipséité et de ses troubles.
Alors, sans pouvoir m'attarder sur ce point que j'ai explicité ailleurs, et notamment dans ma thèse de philo, j'avancerai que pour la suite de mon propos, que de mon point de vue, ce qui se trouble, comme le sirop trouble l'eau, donc, c'est l'espace-temps intermédiaire entre des couches de l'ipséité qui entourent ce minimal self, comme les couches tectoniques du manteau terrestre entourent le noyau de notre planète. Ces couches, les couches externes correspondent à ce que l'on peut appeler l'institution symbolique de l'identité, l'institution de l'ipséité, faite de multiples déterminations socio-historiques, et le self narratif ou l'identité narrative n'en étant que la partie la plus superficielle. Les couches externes au noyau participent à sa stabilité. C'est ainsi que la sécurité des soins parentaux, la socialisation primaire, l'accompagnement attentif des premiers rapports à la réalité vont participer au cours de l'histoire développementale du self à la stabilité de son noyau. Là, j'entraîne un renversement entre la prééminence du registre transcendantal sur le registre du factuel, avec cette idée qui est largement critiquable, et je pourrais en discuter, que le factuel participe de la solidité, de la cohérence du champ transcendantal. Donc, les couches les plus externes participent à la stabilité du noyau, et si par malheur cette sécurité n'est pas suffisante, ou que le noyau se trouve trop tumultueux pour être sécurisé, c'est alors que la vulnérabilité, que je détaillerai un peu plus tard, peut apparaître. Annonçons déjà que si l'on veut penser une phénoménologie du geste psychothérapique, il faut se donner les outils conceptuels d'une phénoménologie génétique et générative, qui ont souvent manqué à la psychiatrie phénoménologique et sur lesquels je vais revenir petit à petit. L'expérience fondamentale de la schizophrénie se manifeste par la perte de confiance transcendantale dans la fiabilité et la certitude que le sol de la Terre ne se meut pas, comme dit Husserl. Cette perte est d'une certaine manière irréversible et persiste comme la crainte indicible de l'effondrement du soi dans le néant. Dans l'expérience schizophrénique, le noyau générateur du trouble produit un effet de déformation et de précarisation de la solidité des couches superficielles du self. Les couches superficielles sont comme déformées par l'effet gravitationnel de ce trou noir qui, au contraire du sol d'une Terre qui ne se meut pas, aspire à l'infini toute construction de sens, de soi, qui pourrait faire fondation du vécu. Quand on rencontre une personne qui fait l'expérience de la schizophrénie, on sent dans notre propre chair l'écho de ce trouble. On le sent comme une détresse indicible. On ne collecte pas des signes, on ne suit pas les traces ou les indices d'un trouble caché, il est là, immédiatement manifeste et pourtant invisible. Ce que l'on sent, comme Gestalt dans le Précox-Gefühl, relève peut-être du sentir pathique par le clinicien de cette vulnérabilité intime et pourtant partout manifeste dans la rencontre. Et si vous me permettez de filer la métaphore cosmologique, on sent dans la rencontre schizophrénique ce trou noir aspirant, déformant l'espace pathique du clinicien lui-même. Ma propre présence dans la rencontre s'en trouve distordue, modifiée de manière spécifique. Il y a une force attractive ou répulsive qui passe au travers de moi, et c'est certainement une des raisons qui rend la psychothérapie des schizophrènes si éprouvante et épuisante. Revenons à notre question. Une psychothérapie des schizophrénies est-elle possible ? Une psychothérapie peut-elle viser le trouble générateur ou les anomalies de l'expérience de soi ? La non-phénoménalité du trouble générateur est-il un obstacle à la psychothérapie ? La situation pré-réflexive des troubles du minimal self pourrait les rendre inaccessibles à la talking cure. Et la dimension non vécue du noyau générateur rendrait toute introspection ou insight, pris dans son sens psychanalytique strict, impossible. En témoigne peut-être la pauvreté de la littérature psychiatrique sur le sujet de la psychothérapie phénoménologique des schizophrénies dans les dernières années.
on ne saurait viser le trouble générateur comme la cible d'un acte thérapeutique, étant donné qu'il nous est radicalement absent. Il se situe ailleurs que dans le registre du disciple. Il est donc difficile de voir comment la talking cure aurait une chance d'agir. Pour penser comment une psychothérapie peut agir sur les structures transcendantales de la subjectivité, nous devons nous donner les outils épistémologiques permettant de penser comment la subjectivité naît et grandit, c'est-à-dire dans une perspective développementale. Développemental en phénoménologie ne veut pas dire description psychologique en troisième personne, comme on pourrait dire d'une psychologie du développement. Mais si l'on s'en tient à une perspective en première personne, une phénoménologie développementale serait donc ce qu'on pourrait appeler phénoménologie génétique et générative. Phénoménologie génétique fait référence à la fois au déploiement temporel de l'expérience et à sa sédimentation progressive au cours d'une histoire transcendantale du sujet. C'est un concept que j'emprunte à Marc Léchir. Histoire transcendantale du sujet et de ses structures transcendantales. L'approche générative de la phénoménologie transcendantale met quant à elle l'accent sur les conditions intersubjectives de l'émergence de l'ixéité et notamment de ses conditions en termes d'institution, de Stiftung. Et on trouve les premiers éléments d'une phénoménologie générative à la fin de la crise, chez Husserl. Et aujourd'hui, c'est surtout développé dans le sens que je veux dire par Alexander Schnell. Pour Joseph Parnasse, les anomalies de l'expérience de soi sont préalables, sont présentes très tôt, apparaissent dans l'enfance et préexistent à l'apparition de la psychose proprement dite. Autrement dit, schizophrénie qualifie un trait structurel de la personne et psychose, un état symptomatique ponctuel ou plus durable. Au-delà de ces manifestations symptomatiques, le trouble générateur se vit par les vulnérabilités qu'il inscrit dans la vie subjective. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'on en a beaucoup parlé. On peut dire une vulnérabilité au monde qui se manifeste par une insécurité ontologique, une perte de la confiance, une vulnérabilité avec autrui. C'est ce qu'on peut décrire comme la Wehrlosigkeit, être sans défense, perte de confiance dans les limites de l'ego, le transitivisme, et la vulnérabilité du soi minimal qui se manifeste par une perte tendancielle, mais jamais totale, de ce que Husserl appelle l'ici absolu de l'expérience, donc l'auto-coïncidence de l'expérience. Ce qui peut entraîner un renversement dans les formes extrêmes, délirantes, un renversement de l'origine du sens intentionnel qui apparaît comme au dehors, l'agentivité est partout nulle part, par exemple dans le délire paranoïde. J'y reviendrai. Cette vulnérabilité du registre transcendantal se manifeste du point de vue du clinicien par l'incompréhensibilité du vécu du patient. Les patients rapportent se sentir exister d'une manière fondamentalement différente des autres, le plus souvent depuis les premières expériences infantiles et pour certains à l'aube de l'adolescence. Cet être autre, Andersein, n'est pas qu'une différence de perspective, mais une différence de nature ontologique. Par exemple, un de mes patients, appelons-le Paul, explique qu'il fait l'expérience de lui-même comme celle d'un personnage non-joueur dans un jeu vidéo. Paul ne se sent pas proprement exister avec l'autonomie qu'il peut pourtant reconnaître chez les autres. C'est quand même intéressant. Comme s'il n'était pas lui-même le centre perspectiviste du vécu, comme s'il n'était pas l'ici absolu de son expérience, comme dit Husserl. Et les études de cohorte menées par Joseph, Julie Nordgaard et Andrea Raballo ont montré, dans des suivis longitudinaux d'adolescents à haut risque, que IS, par exemple, peut être prédictif de l'évolution schizophrénique. Cette vulnérabilité est donc préalable à l'apparition des troubles symptomatiques. Soit qu'il y ait une évolution des troubles au cours du temps, possible, soit que ceux-ci sont d'une certaine manière compensés préalablement par l'environnement social et familial. Dans ce cas, et bon, vous comprendrez que c'est l'hypothèse que j'aimerais défendre, en tout cas c'est la voie pour une psychothérapie, dans ce cas, donc dans le cas de la compensation des troubles du soi,
l'environnement assure pour l'enfant la tenue en bon ordre du monde et un lien intersubjectif minimal, au risque bien souvent que cette dépendance ne s'enlise dans une symbiose préjudiciable. Ça va être chaud. Ok, je vais vite. En tout cas, ce qui fait trouble, c'est quand il y a désamorçage entre les possibilités transcendantales de la personne et l'adaptation de son environnement social. Voilà, je ne reparle pas. Donc, le rétablissement, dans ce cas, serait rétablissement au sens peut-être presque en gymnastique. On se rétablit comme ça, on retrouve un équilibre entre possibilités transcendantales et l'environnement intersubjectif et matériel concret qui nous entoure et qui permet d'une certaine manière une relance des processus d'institution du soi. Et bon, les quelques études menées par Joseph et Julie Nordgaard notamment montreraient que la vulnérabilité des troubles du soi persisterait dans le temps malgré des soins adéquats. Ça reste à prouver sur des cohortes plus longues. Voilà, j'en viens à ma conclusion, longue conclusion. Oui. Phénoménologie des thérapies de soutien. Et je suis la recommandation de Virginia pour parler de stance et de portance. Dans un excellent article intitulé Toward the Phenomenological Psychotherapy for Schizophrenia, Borut Skodlar et Mads Henriksen, en 2019, se sont positionnés. Une psychothérapie des schizophrénies ne peut pas viser à régler ou faire disparaître l'anomalie du soi, mais peut plus raisonnablement viser à soulager la détresse, renforcer l'intégration du self et promouvoir le rétablissement fonctionnel et expérientiel. Cela passe par la prise de conscience de ses vulnérabilités, l'apprentissage de manières de faire avec elles et pouvoir être plus flexible dans ses relations interpersonnelles. Et Skodlar et Henriksen recommandent l'administration de EASE pour pouvoir justement discuter avec les patients de ces vulnérabilités, pouvoir se mettre d'accord sur elles et voir comment la personne fait avec ces difficultés. Le thérapeute questionne uniquement le comment cela fait de vivre telle ou telle expérience et se garde d'expliquer. Selon ces auteurs, cet accompagnement discret permet d'accueillir l'expérience d'autrui dans une attitude, je cite, de soutien, holding, et de contenance, containing attitude, qui permettra au patient de se sentir moins aliéné, au sens de l'Andersein, par ces phénomènes psychotiques. Ainsi, il pourra se sentir en confiance dans le monde et regagner un chez-soi, selon les auteurs. De cette base de confiance retrouvée, il s'agira de soutenir les patients dans la quête d'un sens biographique et narratif qui puisse soutenir un sens de soi de plus haut niveau. Malheureusement, Skodlar et Henriksen ne décrivent pas le détail de ce qu'ils entendent par attitude de soutien et de contenance, et le pouvoir génératif qu'elle peut avoir sur le self minimal pour le rassembler et le remettre en contact adéquat avec l'environnement. Et c'est cette description que je vais essayer de mener maintenant. Pour cela, je propose de mener une phénoménologie du soin psychothérapique de base, ce que la plupart des psychothérapeutes font ordinairement, sans que cette attitude ou cette stance soit consciemment thématisée par le professionnel de santé. Au contraire d'une psychothérapie phénoménologique, je propose de m'essayer donc à une phénoménologie de la psychothérapie, dans sa dimension la plus minimale et ordinaire. L'attitude qui est à la base de tout accueil psychothérapique peut être décrite par le concept de stance, en allemand Haltung, qu'on peut traduire par position, posture ou attitude, qui a été mis en avant dans un article passionnant coordonné par Laura Galbuzera, Thomas Fuchs et Samuel Thomas, tout récemment, qui s'appelle Person-Centered Psychiatry as Dialogical Psychiatry, The Significance of the Therapeutic Stance, en psychopathologie en 2022. La stance décrit la manière et le style dont une personne se rapporte au monde et aux autres de manière active et passive au travers de son corps médiateur immédiat du rapport au monde. Nous avons tous une certaine stance qui nous permet de faire face au monde environnant
dans un rapport dynamique de contact entre l'enceinte de notre personne et l'ouverture à l'espace interpersonnel. Avant eux, Strauss, mais surtout Jürg Zoot et son élève Kuhlenkampf avaient décrit le syndrome paranoïde dans la schizophrénie comme un affaiblissement ou une perte de la stance, conduisant à un déséquilibre entre le corps en apparition et la pression physiognomonique du monde apparaissant, de l'être regardant et de l'être regardé. La stance offre dès lors donc la stance normale, non atteinte par la maladie, offre une certaine résistance, Widerstand, au monde environnant, délimitant le soi, lui proposant une enceinte, le protégeant des influences et intrusions du monde apparaissant et de ses signes. Le déséquilibre de la stance dans le syndrome paranoïde conduit à ce qu'ils appellent, ces auteurs, donc Zoot et Kuhlenkampf, la délimitation, perte des limites, Entgrenzung, le désabritement, c'est un mot assez intéressant, Entbergung, déracinement et subjugation. La perte de la stance se traduit par une modification du corps en apparition, du rapport dynamique entre corps porté et corps porteur. Et enfin, à une perte de la confiance pour ces auteurs. Samuel Thomas a décrit la stance thérapeutique à partir des concepts de transpassibilité et de transpossibilité empruntés à Malvinet. La stance, donc, côté thérapeute, plus côté patient, la stance du thérapeute se caractérise à la fois par une certaine ouverture du psychothérapeute à l'événement clinique et une authenticité de l'engagement personnel avec son style en chair et en os du thérapeute. Par la stance, le thérapeute est directement et concrètement engagé avec l'autre personne dans ce qui devient espace thérapeutique potentiellement porteur, sécurisant et habitable. L'espace thérapeutique n'a pas valeur symbolique, mais devient un premier espace concret de confiance transcendantale retrouvée. Afin de pouvoir soutenir la stance défaillante du patient dans la thérapie des schizophrénies, cette stance du thérapeute doit se doubler d'une certaine portance, c'est-à-dire une présence qui puisse faire sol quand la stance du patient est constamment menacée par la chute dans l'abîme ou la dislocation du sens commun. Et j'emprunte le concept de portance à Emmanuel de Saint-Aubert. Pour cet auteur, nous ne pourrions pas nous avancer dans le monde et y tenir en équilibre sans nous appuyer sur une certaine portance, tout à la fois personnelle, interpersonnelle et mondaine. La portance est une notion physique utilisée en mécanique des fluides. On parle par exemple de portance des ailes d'un avion, qui est retenue en altitude grâce à la résistance de la masse d'air. La portance qualifie une certaine retenue ou résistance du minimal self dans l'élément matériel et relationnel qui le baigne. La portance participe également d'une certaine contenance, d'une tenue au monde. Ce qui nous soutient, le sol sur lequel nous cheminons, doit pouvoir résister à notre passage. Dans les termes de Husserl, notre corps ne peut être le point zéro du mouvement et du repos que dans la mesure où la Terre, comme corps de tous les corps, nous porte. La Terre ne se meut pas. Elle est le sol transcendantal, corps incommensurable, plus vaste que toute action humaine. La portance fait référence à notre capacité à pouvoir porter le poids de notre existence ou de celle des autres sans s'effondrer, à pouvoir recevoir les événements sans perdre la face, précisément parce que nous sommes portés par un fond infiniment plus vaste. La portance ne peut être gagnée qu'au décours de soins parentaux eux-mêmes porteurs, fiables et solides. L'enfant doit être porté de manière régulière et fiable. L'environnement parental doit pouvoir résister aux attaques de l'enfant pour que celui-ci puisse faire l'expérience de l'incommensurabilité de la portance de ses parents ou de leurs substituts. L'environnement des soins parentaux, qui n'est pas différencié du nourrisson dans les premiers temps de l'expérience de l'enfant, forme un ensemble concordant, parfaitement adéquat
que le psychanalyste Donald Winnicott a appelé infant in care, avec des tirets. Infant-in-care. Infant in care est le nom donné à ce milieu indifférencié depuis lequel le soi minimal de l'enfant va se différencier. Au départ, le minimal self de l'enfant est inséparable du monde environnant. De son point de vue, évidemment, pas du nôtre. C'est depuis ce milieu que va pouvoir se rassembler progressivement un ici d'expérience. Le soi minimal, avec son auto-affection, d'abord illocalisé partout, va devenir un point de soi, Ich-Punkt, à mesure que se découvre la concordance des comodalités sensorielles au sein d'un koiné aesthésis. Puis, à mesure que l'expérience va s'ordonner à la régularité et la répétition des soins, ce point de soi va devenir une présence avec son présent de conscience et son Zeitpunkt. Ce que Winnicott a habilement substantivé comme holding correspond à ce premier portage, d'abord dans les bras ou au dos, porté contre la chute et la gravité, avec un certain style propre à la stance de ses parents, ce qu'il appelle handling, qui va ensuite permettre la verticalisation du soi, les deux pieds bien ancrés sur le sol, transcendantal certes, mais construit sur des bases factices, des soins, avec ses techniques de puériculture, l'amour parental, la préoccupation parentale primaire, etc. Le détour par les soins apportés aux nourrissons illustre ce que l'on pourrait entendre par une approche génétique et générative de la phénoménologie psychiatrique et anthropologique. Quand la maladie trouble la confiance dans le monde, quand l'ici absolu du soi minimal se disloque, s'éparpille, se floute, la psychothérapie consisterait à offrir les conditions minimales d'un espace de rassemblement psychosensoriel, de mise en concordance de l'expérience, répétitif et fiable. Offrir un espace d'accueil stable, prévisible, avec une certaine routine repérable et alors indispensable. L'accueil psychothérapique nécessite une certaine portance et une continuité qui ne saurait être portée par un seul thérapeute. Si l'on prétend vouloir soigner les schizophrénies, il faut s'y prendre à plusieurs pour assurer la portance suffisante pour des personnes dont le sol se disloque en permanence. Si la rencontre schizophrénique est si éprouvante, c'est qu'on accueille le patient avec notre corporéité de chair. D'une certaine manière, en thérapie, les patients, on les hospitalise d'abord dans notre chair. Certains patients ne demandent d'ailleurs pas vraiment notre consentement et on se sent immédiatement envahi, dérangé. D'autres, au contraire, qu'on dit hébéphrènes, se refusent à notre accueil et se refusent à toute intercorporéité, ne serait-ce que la poignée de main. En tant que thérapeute des psychoses, il faut pouvoir supporter cela, se laisser envahir tout en restant lucide, tendre la main à l'hébéphrène tout en respectant sa fragile intimité, trouver le tact du contact. Et pour tenir au long cours, il faut former son équipe pour qu'elle devienne un corps commun, une stance collective avec une ambiance qui porte. Il y a un se loger dans l'autre avant un pouvoir se loger dans le monde, qui pourra conduire peut-être à un pouvoir se loger en soi, retrouver quelque chose d'une cora interne, un sol, un dedans minimal au self minimal. Et de là, depuis ce creux, depuis ce proto-espace qui porte, fiable, repérable, qui ne convoite pas, qui ne risque pas de les dévorer ou de les engloutir, comme dans la symbiose, alors il est possible pour la personne de retrouver un peu d'équilibre, un peu de stance et un peu de portance pour soi. Un patient m'a dit la semaine dernière, parlant de ses derniers mois de soins en hôpital de jour, « Je suis arrivé à repartir dans mes fondements. » Il est bien possible que la vulnérabilité intime que l'on nomme minimal self-disorder soit incurable. Il apparaît pourtant évident qu'en contact avec des soins relationnels minimaux et minutieux, c'est-à-dire par une présence portante, bienveillante, réfléchissant et pacifiant ce que le patient éprouve, quelque chose comme une stabilisation de l'ici absolu peut advenir. Au moins relativement à la permanence fiable et prédictible d'un ici du thérapeute. Un ici pas si absolu,
puisqu'en mesure d'accueillir en son sein, de porter quelque peu une ipséité meurtrie qui peine à renaître et à poursuivre sa maturation. Tout se passant comme si l'ipséité du thérapeute pouvait mystérieusement recueillir, porter le minimal self déserté du patient. Par un effet qu'il est bien difficile de décrire, il y a une fertilisation de ce fondement désert, depuis lequel on peut repartir dans ses fondements. De sorte qu'après un temps suffisamment long de soins et d'accueil, et ça prend des années, il peut y avoir introjection, comme disent les psychanalystes, de ce qui fait sol de l'importance du thérapeute au sein de l'expérience du patient. Les mots nous manquent évidemment pour décrire de tels phénomènes. Comme s'il y avait passage progressif du centre de gravité de l'importance du cadre thérapeutique, puisque ça peut être collectif, vers le dedans du patient. Le cadre des soins, avec son architecture concrète, ses espaces, son rythme, le style d'une ambiance collective, comme s'il agissait comme prothèse concrète ou exosquelette d'un minimal self vulnérable, sans contenance, sans structure et sans sol. Le collectif de soins, comprenant indifféremment médecins, psychologues, patients, infirmiers, murs, règles, habitudes, paroles, ambiance, camaraderie, etc., participe d'une structure antisismique, tout à la fois transcendantale et concrète, historique même, a priori historique comme dit Foucault. Une structure qui préserve le patient de la chute et qui menace que le trouble du soi minimal et de la menace que le trouble minimal fait peser sur la présence de la personne. Et je finis sur un petit point supplémentaire. Aux fonctions thérapeutiques de ce temps, cette portance, il faudrait ajouter une fonction poétique des soins, que je n'aurai pas le temps de détailler, mais que je lance en guise de conclusion. La fonction poétique, c'est ce qui manque précisément dans les schizophrénies, et qui fait confondre le mot et la chose. Joseph et Andrea Rasmussen ont d'ailleurs explicité tout récemment ces troubles spécifiques de l'imagination et de la fantasia dans plusieurs articles récents. Si le thérapeute n'a pas une écoute métaphorique et poétique qui permet d'entendre autrui dans sa perspective et avec un recul imaginatif, fantastique, dirait Husserl, alors il ne peut que rester rivé à l'incompréhensibilité du vécu schizophrénique, ou pire, renforcer l'hyperréflexivité par une prise au pied de la lettre de ce qui est dit. Il faut être capable d'une écoute poétique pour entendre l'humain dans l'expérience de la folie. De plus, il est fondamental de cultiver cette fonction poétique dans le collectif de soins, sans quoi l'institution psychiatrique peut rapidement se métamorphoser en établissement totalitaire, bureaucratique, on connaît ça bien en ce moment, et où l'on applique des procédures de soins où la subjectivité des soignants comme des patients disparaît. Dans cet espace d'une hyper-réflexivité collective qui mettrait tout à nu, dans ce désert peuplé d'âmes en peine, il est certain qu'aucun soi minimal ne pourra reprendre vie. Je vous remercie.